Nous sommes nombreux à considérer le perfectionnisme comme une carte de visite. Nous le brandissons comme une qualité, un gage de sérieux, d'exigence, le secret d'un professionnalisme sans faille. Mais si cette perception était en fait le piège le plus sournois de notre vie adulte, et si pour une grande partie d'entre nous, ce perfectionnisme n'était ni une ambition, ni une force, mais une réponse de survie automatique, un programme d'urgence inscrit dans nos circuits neuronaux, activé dès les premières expériences relationnelles. Aujourd'hui, je vous propose une plongée profonde et sans concession dans l'anatomie neurosomatique du perfectionnisme. Vous allez découvrir pourquoi il apparaît et comment il est câblé. Comment il génère un épuisement invisible, de la honte toxique et des douleurs chroniques. Quel est son prix physiologique réel et surtout les étapes neurosomatiques concrètes pour s'en libérer sans jamais trahir votre désir d'excellence. Il y a une confusion fondamentale que nous devons lever maintenant. Le perfectionnisme n'est pas la recherche de l'excellence. Bien que les deux comportements se ressemblent de l'extérieur, leurs moteurs internes sont radicalement opposés et c'est ce qui fait toute la différence pour votre système nerveux. L'excellence est guidée par une saine dynamique de vie, la curiosité et le désir d'apprentissage, un plaisir intrinsèque à maîtriser un sujet, un profond sentiment de sécurité interne. L'excellence tolère l'erreur. Elle la voit comme une information précieuse, un passage obligé pour l'ajustement et l'apprentissage. La recherche d'excellence nous permet en fait de faire un constat réaliste des choses et de les améliorer lorsque c'est nécessaire. Dans ce cas, le système nerveux reste régulé. On conserve une flexibilité cognitive et la capacité à s'adapter. Le perfectionnisme, lui, est entièrement guidé par la peur de la désapprobation, la peur du rejet et de la déception, l'hypervigilance constante face au jugement, la honte anticipée d'être exposé. Le perfectionnisme ne vise pas la maîtrise, il vise en fait à éviter un danger social, relationnel ou émotionnel, et c'est ça le cœur du problème. Cette distinction est visible sur le plan neuronal. Le perfectionnisme est associé à une activation chronique de l'amygdale, votre alarme de menace, qui ne se tait jamais. Il est hyperactivé. Il hyperactive le cortex singulaire antérieur, qui est le siège de la douleur sociale et de l'anticipation du jugement. Et donc cette surcharge épuise le cortex préfrontal, votre centre de régulation, ce qui mène à la rigidité cognitive et à l'incapacité de prendre du recul. Le perfectionnisme n'est pas un style de personnalité fort, c'est véritablement un pattern adaptatif construit dans des environnements relationnels stressants, instables ou très exigeants. Au cœur de ce mécanisme se trouve cette croyance profondément inscrite au sein du système nerveux que l'impeccabilité est une négociation pour l'amour. Nous sommes des êtres sociaux. Historiquement, être exclu du groupe signifiait la mort. Donc la sensibilité au rejet est un trait biologique, mais elle devient problématique lorsqu'elle est amplifiée. Si l'enfant a été exposé à la critique excessive, à l'instabilité émotionnelle parentale ou à des exigences impossibles, comme un modèle d'attachement insécurisant, eh bien cette sensibilité se transforme en un système d'alerte maximale. On l'appelle parfois la dysphorie sensible au rejet, qui est un mécanisme poussant le cerveau à interpréter des signaux neutres ou mineurs comme une attaque directe contre notre valeur intrinsèque. Il est crucial de comprendre que la douleur d'un rejet ou d'une critique perçue active dans votre cerveau les mêmes circuits neuronaux que la douleur physique. C'est pourquoi les perfectionnistes peuvent ressentir des symptômes comme une oppression thoracique ou une gêne respiratoire, des brûlures gastriques soudaines, des maux de tête intenses, une sensation de sidération ou d'engourdissement. Ces réactions ne sont pas psychosomatiques au sens péjoratif, ce sont des réponses neurosomatiques réelles où le corps se prépare en fait à l'impact de la blessure relationnelle perçue. Le perfectionnisme est une solution brillante trouvée par un jeune système nerveux face à un dilemme relationnel impossible. Il est généralement enraciné dans des environnements où l'enfant a tiré ses conclusions implicites de type « je suis vu et aimé uniquement lorsque je fais bien ». L'échec est une menace de danger relationnel ou de retrait d'amour. Je dois anticiper les besoins, les humeurs, les désirs des autres pour maintenir ma sécurité. Donc l'enfant n'a pas eu l'autorisation ou l'espace pour protester, pleurer, exprimer sa saine colère ou simplement être authentique dans son imperfection. Il a donc développé la stratégie la plus efficace pour survivre,
être impeccable pour éviter la menace. Or, tout ce qui est répété intensément devient câblé en priorité dans les circuits neuronaux. Donc avec le temps, le perfectionniste ne fait plus la différence entre ce que je choisis et ce que mon système nerveux exige pour survivre. La performance est devenue la seule monnaie d'échange pour la dignité. Donc même si le perfectionnisme est socialement une valeur, il est biologiquement destructeur. Le coût d'être constamment en alerte et en performance est évidemment colossal. Des études rigoureuses en psychoneuroimmunologie montrent notamment que certaines personnalités dites de type C, coopérantes, donc dociles, peu expressives émotionnellement, souvent hyper perfectionnistes, présentent un risque accru de cancer, d'épuisement chronique du système immunitaire. Pourquoi? Eh bien parce que la suppression émotionnelle, donc le fait de retenir et d'analyser sans exprimer, est une charge métabolique énorme. Chaque émotion non autorisée, non exprimée, doit être gérée et contenue par le système nerveux, les glandes endocrines et le système immunitaire. Le coût est invisible, silencieux, mais jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. En fait, ce qui se passe, c'est que le corps sous la pression se fige et se rigidifie, perdant toute flexibilité physiologique, tout comme on a perdu en fait toute flexibilité dans le rapport à soi. Et il faut aussi parler du lien entre burn-out et perfectionnisme, parce que c'est une stratégie extrêmement énergivore qui exige une hyper-anticipation, une gestion cognitive massive des scénarios possibles et une autosurveillance continue sans moment de repos. Donc les ressources nerveuses s'épuisent inéluctablement et le corps, dans un ultime mécanisme de survie, finit par écrouler la stratégie pour forcer l'arrêt tout simplement. Donc beaucoup de burn-out ne proviennent pas forcément de la charge de travail externe, mais de l'écrasante pression interne auto-imposée par le perfectionniste. Et donc à force de vivre dans l'évitement de la critique, le perfectionniste évite une autre chose, son propre ressenti. Il apprend à rejeter systématiquement son rythme biologique, ses besoins fondamentaux, ses limites corporelles, ses sensations et sa spontanéité. Et donc ce rejet interne va créer une forme de dissociation fonctionnelle. Je fonctionne brillamment, je suis plus performant, mais je ne me sens plus moi-même. Et c'est ce qui explique pourquoi tant de perfectionnistes peinent à ressentir leurs besoins réels, à savoir ce qu'ils veulent vraiment, à faire des choix alignés, à faire confiance ou même à recevoir de l'amour inconditionnel. Et en ça, on peut dire que le perfectionnisme est la stratégie de survie qui, en fin de compte, oblitère véritablement l'authenticité. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment peut-on sortir du perfectionnisme? Eh bien, évidemment, on ne peut pas simplement décider de quitter le perfectionnisme. Il est trop profondément câblé dans le tronc cérébral. Le chemin de sortie est un processus de recablage neuronal et de rééducation somatique. La première étape, c'est de réguler avant de risquer, de stabiliser le système. Sans une base de régulation solide, toute tentative de s'exposer à l'imperfection sera en fait perçue comme un traumatisme. L'objectif est de redonner de la marge de manœuvre au cortex préfrontal, avec un travail interoceptif qui va consister à reconnecter avec les signaux internes sans jugement. On peut aussi utiliser les techniques vagales, la respiration orientée sécurité et surtout ce qui est stimulation vestibulaire et oculomotrice, diminuer l'hypervigilance en calmant les réflexes de la survie. La deuxième étape, eh bien, c'est l'exposition graduée à l'imperfection. Il s'agit véritablement de s'exposer aux risques symboliques en utilisant la technique qu'on appelle le titrage, c'est-à-dire la micro-exposition progressive pour écrire la mémoire de menace. On peut par exemple rendre un document à 90% fini. On peut poster une vidéo sans la remonter 5 fois. On peut laisser une faute dans un email interne. En fait, on peut s'autoriser un non sans aucune justification. Et chaque micro-exposition réussie, c'est-à-dire suivie de pratiques neurosomatiques pour revenir à la sécurité, va créer un nouveau circuit neuronal qui dit « je suis en sécurité même si je ne suis pas impeccable ». La troisième étape, c'est vraiment de réparer la relation au corps parce que le perfectionnisme a prospéré parce que le ressenti, colère, tristesse, fatigue n'était pas autorisé. Il faut donc reconstruire le cycle de l'autonomie interne, la capacité à sentir les signaux du corps, la capacité à les entendre et à les valider, et la capacité à y répondre, comme le besoin de repos ou le besoin d'aide. La quatrième étape, c'est de reconstruire l'identité
autonome et c'est souvent l'étape la plus bouleversante. Parce que la question centrale devient: qui suis-je lorsque je ne me définis plus par ma performance et ma perfection? C'est vraiment un travail d'intégration profond de ses valeurs, de ses désirs authentiques et de ses frontières somatiques. C'est le passage de la personne performante à la personne digne, normale. Et la cinquième étape qui est de travailler la sécurité relationnelle. Le perfectionnisme a été blessé dans la relation. Il doit guérir dans la relation. On apprend donc à tolérer la dissonance et le désaccord, à recevoir un feedback sans que le système s'effondre, à dire non clairement et sereinement, à dire j'ai besoin d'eux en assumant sa vulnérabilité, à dire voici qui je suis, même si c'est imparfait, et même accepter de décevoir. Donc retenez ceci, le perfectionnisme, c'est un mécanisme de protection très sophistiqué, construit par un système nerveux qui à un moment a cru que c'était la seule manière de rester en sécurité. Aujourd'hui, ce mécanisme est dépassé et coûteux. Il épuise, il enferme, il isole. La bonne nouvelle est que ce qui a été appris dans la survie peut être désappris dans la sécurité. Le système nerveux peut être recablé et c'est ce que nous permettons en intelligence neurosomatique.